Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine présente. Et je vous propose de commencer avec Régis Roy-Nicaud, donc comme je vous disais, conseiller départemental de la Loire, ancien député français, et donc qui est expert en politique publique et sportive, et auteur d'un manifeste qui s'appelle Bougeons. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais ce sera justement l'occasion de le découvrir aussi au travers de cet échange, et qui est justement un manifeste pour des modes de vie plus actifs. Et puis du coup, je vous donne la main, Régis, si vous voulez partager votre écran, c'est à vous de jouer. Allez, c'est parti. Bien, alors ce matin, je ne vais pas pouvoir vous parler, bien évidemment, de l'ensemble des préconisations ou des propositions qui sont dans le livre que j'ai écrit sur la question de la sédentarité, qui est préfacé par le professeur cardiologue très connu François Carré. Nous sommes tous les deux des membres du collectif pour une France en forme, qui regroupe aujourd'hui notamment les experts qui conseillent un certain nombre d'acteurs institutionnels sur des questions de lutte contre la sédentarité et l'inactivité physique. Ce que je vais vous proposer, c'est peut-être d'aborder très rapidement les quelques notions de sédentarité et d'inactivité physique et de regarder, notamment pour les enfants et les adolescents, aujourd'hui, quels sont les dangers pour leur santé à partir de ces notions de sédentarité et d'inactivité physique. Merci beaucoup pour votre invitation. Je n'ai pas demandé à Thomas de combien de temps je disposais. 10 minutes, c'est ça, hein? Voilà, on va dire allez, une vingtaine de minutes, ça sera parfait. D'accord. Bon, si je déborde, vous y Il n'y a pas de souci. À me couper. Bon, la question de la sédentarité, c'est ce que nous avons appelé avec François Carré la nouvelle addiction à la chaise et aux écrans. Et ben, typiquement, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous, ce matin, à part ceux qui sont avec des bureaux réglables en hauteur, debout, ou qui font du bureau pédalier, nous sommes assis sur une chaise devant un écran pour une visioconférence. Donc nous sommes dans la double peine de la sédentarité, puisque comme son nom l'indique, le latin sedere, être assis, on définit de trois façons la sédentarité. D'abord, une situation d'éveil, hein, c'est pas quand on dort la nuit, bien évidemment. C'est une dépense énergétique, deuxièmement, très faible, proche de celle que nous avons au repos. Et puis, forcément, position assise, inclinée ou allongée. C'est ça la sédentarité. Et l'ONAPS, l'Observatoire national des activités physiques et de la sédentarité, qui est basé à Clermont-Ferrand, tout près d'ici Saint-Étienne, eh bien, définit la sédentarité à partir de 7 heures par jour en position assise ou allongée. Et ces 7 heures par jour, aujourd'hui, quand on la quantifie, on s'aperçoit que ça touche quand même 40% de la population, aujourd'hui, des adultes, avec des risques avérés pour la santé, que ce soit en termes de développement de maladies chroniques ou de maladies cardiovasculaires. Et j'ai ajouté ce chiffre au-delà de 10 heures de sédentarité par jour, ce qui peut arriver, bien évidemment, hein, notamment dans les journées de travail, puisque nous passons à peu près 75% de nos journées au bureau en position assise, hein, donc c'est déjà 6 heures à 6h30 sur des journées de 8 heures, par exemple. Eh bien, on voit qu'avec le temps de transport en commun, par exemple, où on ne fait pas que marcher, mais on est aussi assis dans les bus, dans les trams ou dans les métros, par exemple, les temps passés dans la journée où nous sommes assis devant un écran de loisirs, par exemple, on peut facilement dépasser ces 10 heures. Eh bien, la conséquence de 10 heures de sédentarité par jour, c'est une augmentation de la mortalité générale de 34%, ce qui est considérable. Si on prend les enfants et les adolescents de façon plus précise, dans le premier degré aujourd'hui, à l'école, si on compte le temps passé assis à l'école, et il est très important, les enfants vont passer 55% de leur journée en temps de sédentarité. À 14-15 ans, c'est encore plus, c'est 75% du temps de la journée en position de sédentarité. Pour les étudiants,
et ça a été mesuré dans une étude de l'ONAPS avec l'ANESTAPS, l'Association nationale des étudiants en STAPS. On est à 8 heures par jour aujourd'hui pour les étudiants en temps de sédentarité, en position assise, dont 5 heures de temps d'écran sur les 8. Donc voilà, voilà pour définir un petit peu la sédentarité, 40% de la population. Et puis, il y a une notion différente, hein, c'est l'inactivité physique, qui touche aussi 40% de la population, mais qui est un facteur aujourd'hui indépendant, un facteur de risque pour la santé indépendant de la sédentarité. L'inactivité physique, c'est en fait le fait de ne pas atteindre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, alors qui préconise 30 minutes d'activité physique par jour pour les adultes, mais pour les enfants et les adolescents de 6 à 17 ans, c'est au moins 1 heure d'activité physique quotidienne, et pour les enfants de moins de 6 ans, 3 heures. Donc, quand on regarde l'inactivité physique aujourd'hui en France, 60% des adultes atteignent ces recommandations, mais, alors, puisque là, je m'adresse ce matin à un public ultra majoritairement féminin, si j'ai bien compris les présentations, on a aujourd'hui une grosse différence et une inégalité devant l'inactivité physique entre les hommes et les femmes, puisque c'est 70% des hommes qui atteignent ces recommandations et seulement 53% des femmes qui atteignent cette recommandation de 30 minutes d'activité physique au quotidien. D'ailleurs, les femmes, là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais je vous renvoie à une étude de l'ONAPS qui est extrêmement bien documentée sur les transitions de vie des femmes et les moments dans leur vie où elles cumulent inactivité physique et sédentarité. Les femmes cumulent plus que les hommes sédentarité et inactivité physique, 22% contre 17%. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut être physiquement actif, faire 30 minutes d'activité physique au quotidien, et pourtant être sédentaire, c'est-à-dire passer plus de 7 heures en position assise, par exemple, dans la journée. Le chiffre qui est aussi sur lequel je veux attirer votre attention, puisque l'activité physique, globalement, contrairement aux idées reçues, commence pas à baisser au moment de l'entrée au collège, hein, au moment de l'adolescence, mais il commence à diminuer dès l'entrée à l'école, donc dans le premier degré. En particulier, les différences entre les filles et les garçons commencent à se creuser dès l'école primaire. En particulier, on souligne le rôle des cours de récréation dans le fait que des filles participent moins à des activités physiques, même si c'est un temps limité dans la journée du temps d'école. Mais le chiffre qui est extrêmement important, c'est celui que j'ai mentionné. Chez les 15-17 ans, aujourd'hui, il y a 40% des garçons qui atteignent les recommandations de l'OMS d'au moins 1 heure d'activité physique au quotidien, et seulement 16% des filles aujourd'hui. Donc, comme on le voit, une très grosse inégalité entre les femmes et les hommes devant l'inactivité physique et devant la sédentarité, sachant que l'autre très grande inégalité, elle est pour les personnes en situation de handicap, puisque aujourd'hui, 48% des personnes en situation de handicap ne font jamais d'activité physique et sportive. C'est 2 fois plus que la population générale. Et qu'aujourd'hui, comme vous le savez, cette inactivité physique est renforcée par deux facteurs. Tout d'abord, le fait que les 430 000 élèves scolarisés qui sont en situation de handicap, bien souvent, le réflexe, qui est une anomalie, hein, mais le réflexe, c'est de les dispenser d'éducation physique et sportive. Donc, moins d'activité physique, plus de sédentarité pour ces enfants et ces adolescents en situation de handicap. Et puis, pour les 110 000 enfants et adolescents qui sont en établissement, type IME ou ITEP, on sait aujourd'hui que seulement 25% de ces jeunes en situation de handicap vont pratiquer une activité physique et sportive de 1 heure à 2 heures dans la semaine, ce qui est quand même relativement faible. Voilà. Donc, inégalité femmes-hommes devant l'activité physique et sportive, mais aussi inégalité personnes en situation de handicap et population valide, comme on dit. Vous voyez ce graphique
qui montre l'évolution de l'activité physique au quotidien des Français depuis le XVIIIe siècle. Et donc, vous voyez qu'on est passé à peu près de 8 heures d'activité physique par jour, hein, dans un contexte à l'époque où la France était une France rurale, agricole, où on travaillait toute la journée, toute la semaine, tous les jours de la semaine, sur un travail physique, qui est un travail souvent agricole, avec des moyens de transport qui étaient soit à pied, puis après, ça a été aussi un petit peu le vélo, mais progressivement remplacé par l'automobile et les possibilités de se déplacer avec autre chose que ses jambes et son vélo. Et puis l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc on voit aujourd'hui moins d'une heure d'activité physique au quotidien pour les Français après les années 2000. Alors quand je parle tout à l'heure des facteurs de risque pour la sédentarité aujourd'hui excessive, vous voyez que de nombreuses pathologies chroniques en dépendent, notamment le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, les différents cancers, bien évidemment. Et puis, contrairement aux idées reçues, en fait, la chaise ne repose pas. Elle fatigue. C'est-à-dire, plus nous restons assis et plus nous mangeons. Et donc, aujourd'hui, on le sait, une dépense énergétique faible va entraîner un excès de sucre dans le sang, glycémie, et un excès de graisse aussi dans le sang. Donc la chaise fatigue, elle ne repose pas. C'est très important à comprendre quand on aborde la question du surpoids et de l'obésité dont je vais parler. Et puis, au-delà de la santé physique, et là aussi c'est extrêmement important, il faut voir que l'excès de sédentarité va entraîner aussi des conséquences sur la santé mentale, et en particulier des troubles du sommeil, des troubles de la digestion, mais aussi des troubles et des risques de troubles plus graves comme la dépression ou l'anxiété. Ce que l'OMS appelle aujourd'hui le tsunami sanitaire du surpoids et de l'obésité au niveau mondial, il est mesuré en France, donc à peu près avec la moitié de la population aujourd'hui en situation de surpoids ou d'obésité, mais pour l'obésité, c'est 17% aujourd'hui de prévalence chez les Français. Et le chiffre qui doit vraiment nous interpeller, il concerne les enfants, l'obésité pédiatrique, puisque nous sommes à la fois à 34% de prévalence obésité et surpoids, mais surtout à 18% d'obésité chez les 2 à 7 ans. Et bon, à tel point d'ailleurs que très récemment, le Premier ministre Jean Castex avait généralisé, avant même la fin des expérimentations, un programme qui s'appelle Retrouve ton cap, que vous connaissez aussi dans votre région Nouvelle-Aquitaine, et qui vise à prendre en charge, à la fois dans la dimension alimentation, conseil diététique, psychologique, et avec l'activité physique adaptée, les problèmes d'obésité pour les enfants de 2 à 7 ans. La sédentarité et l'inactivité physique tuent. Alors ça, c'est une évidence que je vais rappeler, hein, mais c'est la 4e cause de décès aujourd'hui, la sédentarité dans le monde, après le tabac, après l'alcool et la mauvaise alimentation. Donc 7% aujourd'hui des décès, toutes causes confondues au niveau planétaire. Et en France, cela a été mesuré dans des travaux récents. On sait aujourd'hui qu'une sédentarité excessive entraîne à peu près 50 000 décès prématurés par an en France, ce qui est quand même très important. Et un coût pour les finances publiques, là aussi, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Je vous invite à beaucoup de prudence parce que ils mesurent des choux et des carottes et ils prennent en compte des choses qui sont très, très variables. Mais en tout cas, quand on regarde vraiment l'incidence de la sédentarité excessive sur les dépenses de soins, notamment pour les maladies chroniques et les pertes de productivité, on est entre 1 et 2 milliards d'euros aujourd'hui de coûts pour les finances publiques, ce qui est déjà considérable. Et on peut agir sur ces coûts de finances publiques en réduisant la sédentarité. Parce que c'est la bonne nouvelle. Voilà, après ces différents chiffres qui font peur, bien évidemment, et qui doivent faire peur, en particulier ceux que j'ai évoqués sur la perte de capacité physique
de nos enfants et de nos adolescents, notamment les collégiens. On sait que depuis les années 70, aujourd'hui, on est sur une perte de capacité physique mesurée par les tests de conditions physiques en sixième de l'ordre de 35 à 40%, ce qui est considérable. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut inverser les courbes et qu'on peut réduire la sédentarité. Alors, c'est assez simple, hein. Il suffit d'augmenter l'activité physique au quotidien et puis de réduire la durée, là aussi au quotidien, en position assise prolongée. Les études scientifiques américaines qui ont été réalisées là, en 2019-2020 nous montrent que si on remplace 30 minutes de sédentarité au quotidien par 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée, alors, marche d'un bon pas, on va dire, hein, voilà le repère. Si on fait des pauses actives, par exemple, au travail, eh bien, nous allons diminuer immédiatement de 17% la mortalité prématurée, donc on est presque à 20%, mais surtout de 30% le risque de maladie cardiovasculaire. Donc vous voyez que le risque que j'évoquais tout à l'heure, quand on est au-delà de 10 heures de sédentarité par jour, pour ces maladies cardiovasculaires, peut être effacé tout simplement si on substitue 30 minutes de sédentarité par 30 minutes d'activité physique, là aussi d'intensité modérée. Je parle là d'activité physique du quotidien. Alors, comme je pense un certain nombre d'entre vous, je suis un sportif depuis ma plus tendre enfance. Bien évidemment que je conseille, que je recommande la pratique encadrée dans des clubs sportifs, hein, dans le mouvement sportif, bien évidemment. Mais l'activité physique et sportive, que ce soit la course à pied, la marche rapide, le vélo, les mobilités actives, aujourd'hui, ce ne sont pas les seules façons de réduire la sédentarité. Ce que je dis dans mon ouvrage, et qui est aujourd'hui extrêmement bien documenté, c'est que toutes les activités hors de la chaise vont compter dans la prévention des maladies chroniques et dans le fait aujourd'hui de pouvoir réduire cette sédentarité et d'augmenter le temps d'activité physique. Et donc, c'est des exemples tout bêtes, hein, mais monter des escaliers, on sait aujourd'hui d'ailleurs que ça a des résultats très importants sur la réduction du risque de maladies cardiovasculaires et de mortalité générale, de l'ordre de 20 à 40% quasiment. Les tâches ménagères et domestiques qui ne sont pas suffisamment partagées aujourd'hui entre les femmes et les hommes. Hein. Donc, je reviens à cette inégalité. Repasser, cuisiner, faire la vaisselle, passer l'aspirateur, ranger, c'est très bien pour les hommes. Bricoler, marcher d'une pièce à l'autre, promener son chien, voilà, ce sont des exemples de la vie quotidienne où on peut faire de l'activité physique et donc aujourd'hui combattre les conséquences néfastes pour la santé de la sédentarité. Le jardinage est l'un des exercices physiques les plus complets avec la montée d'escalier, puisqu'il va faire travailler à la fois de nombreux muscles, les membres inférieurs, les membres supérieurs, selon les activités, mais aussi les articulations de la plus petite à la plus grande, donc des mains jusqu'à aux hanches. Les bénéfices multiples de l'activité physique sur notre organisme, ils sont rappelés et synthétisés dans ce visuel. Et vous voyez qu'à chaque fois, nous sommes dans l'ordre de moins 30%, moins 25% de risques, notamment des risques de récidive, de risques aussi pour les cancers, et puis tous les bienfaits pour les artères, les muscles et les os qui sont rappelés. Donc les habitudes à changer, ils sont aussi bien dans les modes de transport, hein, éviter et réduire au maximum les déplacements motorisés et favoriser les mobilités actives. Voilà, donc ça pose toute une série de questions sur le développement des pistes cyclables sécurisées en particulier, et puis aussi faire que nos communes, nos villes, nos territoires soient des territoires marchables, bien évidemment. Au travail, réduire les temps de sédentarité en se levant très fréquemment et puis en essayant de ne pas rester en position assise prolongée devant son écran. Et puis bien aussi à la maison, pas rester en position assise ou inclinée devant les écrans, même pour lire. Alors comment on peut aujourd'hui réduire la sédentarité et promouvoir des modes de vie plus actifs?
Si l'on prend la thématique de ce matin pour les jeunes néo-aquitains, eh bien, même si moi, ce que je propose dans le livre, c'est une littératie physique qui fait qu'on fait adopter des modes de vie plus actifs dès le plus jeune âge et que ces comportements sont observés et durables dans le temps tout au long de la vie et que pour moi, c'est vraiment le but de l'éducation physique et sportive à l'école, puis au collège et au lycée. À l'école, il y a aujourd'hui un moyen très simple d'augmenter le temps d'activité physique. Tout d'abord, pour moi, c'est vraiment la mesure principale, c'est d'augmenter le temps passé à marcher ou à faire du vélo sur le domicile, sur le trajet domicile-établissement scolaire. Alors, aujourd'hui, si vous avez un enfant qui se couche à 21h, 22h la veille, qui prend la voiture et qui, comme bien souvent, va être livré comme dans un drive devant la porte de l'école par ses parents le matin, à la récréation de 10h, il aura fait 50 pas depuis la veille au soir. Donc là, on est dans l'ultra-sédentarité. Par contre, si vous faites en sorte d'aménager les abords des écoles, pour cela, il faut, je n'ai pas le temps là de détailler, mais que l'État accompagne les collectivités dans un grand fonds de soutien financier pour aménager les dernières centaines de mètres aux abords des écoles. Sachant qu'il existe déjà des dispositifs dans les villes qui se sont engagées à penser la ville à hauteur d'enfant, de sanctuarisation, les rues scolaires, pour interdire la circulation automobile dans les rues qui donnent accès aux écoles, pour les temps de sortie et pour les temps d'entrée le matin et le soir. Mais que si vous aménagez les dernières centaines de mètres aux abords des écoles, vous allez inciter, voire obliger les parents à laisser leur véhicule à plusieurs centaines de mètres et à terminer ce parcours le matin avant d'entrer en classe à pied, voire à vélo, même si sur le vélo, on est dans des contraintes plus importantes. Je cite une exception souvent qui est en Gironde, qui est chez vous, c'est le collège de l'Estet à Saint-Jean-d'Illac, mais qui est un des rares établissements en France, le collège, où 85% des collégiens vont aller à vélo tous les jours à leur collège. Voilà. Et parce que ça a été aménagé et sécurisé pour cela. C'est très très rare dans d'autres établissements, alors que dans les années 70, 80% des collégiens allaient soit à vélo, soit à pied dans leur établissement scolaire. Donc c'est ça qu'il faut retrouver. Et ça nécessite effectivement un soutien financier de l'État aux collectivités qui souhaitent aménager, notamment par du design actif, ces abords des écoles. Voilà. Dans le second degré, on sera sur des choses plus classiques. À l'école, bien évidemment, quand je dis que c'est bien d'arriver en ayant marché en classe, vous savez que ça renvoie à toute une série aujourd'hui de bienfaits de l'activité physique sur les apprentissages, hein, puisque vous arrivez, vous allez être plus concentré, vous allez avoir une mémoire meilleure, une concentration meilleure, et aussi une capacité à apprendre meilleure. Donc, c'est bien d'avoir marché avant d'arriver en classe, mais aussi le faire pendant les récréations, même si les temps limités dans la journée, avec les cours de récréation active et sportive, par un aménagement aussi, là aussi, des marquages au sol, et puis un certain nombre de petits équipements qui incitent, là aussi, mais à des jeux mixtes aussi, pour que les filles ne soient pas exclues. Et puis bouger aussi en classe, pour le premier degré. Aujourd'hui, on est trop statique, et il faut être beaucoup plus dans le flexible, et inciter les enfants à se lever très très régulièrement de leur chaise, parce qu'aujourd'hui, ils y passent beaucoup trop de temps dans la journée. Dans le second degré, on sera sur du plus classique, c'est renforcer le PS et faire des tests de conditions physiques. Alors voilà, ça a été annoncé entre la réalité des annonces et puis ce qui va se faire vraiment à la rentrée 2024 pour les tests de conditions physiques. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a, avec les 35 000 aujourd'hui enseignants EPS dans le second degré, une puissance de frappe à condition véritablement que les horaires d'EPS soient respectés.
Dans le second degré, ils le sont. Il y a le sport scolaire en plus. Dans le premier degré, on est très très loin des 3 heures obligatoires, même si on est bien positionné dans notre système de l'éducation nationale par rapport aux autres pays européens sur le volume horaire. Mais la variable d'ajustement, c'est souvent le PS dans le premier degré par rapport aux maths et au français, voilà, parce que l'éducation nationale ne considère pas que c'est une matière fondamentale. Donc là, il y a vraiment un changement culturel à opérer. Et renforcer le PS dans le second degré, c'est-à-dire avoir entre 3 et 4 heures par semaine de PS pendant toute la scolarité jusqu'en terminale. Aujourd'hui, vous savez qu'on commence à 4 heures en sixième, puis ensuite on passe à 3 heures, cinquième, quatrième, troisième, puis 2 heures au lycée, finalement. Et puis après, plus rien dans l'enseignement supérieur, puisqu'il n'y a pas d'obligation de l'enseignement d'éducation physique et sportive. Et là, même si on est moins sur les enfants et les adolescents, on voit bien que les étudiants aujourd'hui sont en difficulté par rapport à l'activité physique, en termes de santé physique, en termes de santé psychologique. Après le Covid, ça a été très clair, et qu'il faudrait là aussi préserver dans les emplois du temps des étudiants des possibilités de pouvoir faire une activité physique et sportive dans la semaine, au moins sur une demi-journée, et faire en sorte que les campus soient des campus actifs, promoteurs de la santé, mais pour cela, il faut être extrêmement volontaire et pas céder justement au fait de comprimer dans les emplois du temps trop d'enseignements, trop de programmes. Voilà, il y a un certain nombre de campus qui le font, notamment à Bordeaux, que j'ai vu très récemment, notamment dans les départements STAPS de Bordeaux et puis tout l'environnement aussi sportif de l'enseignement supérieur dans cette ville. Au milieu professionnel, bah là, on est moins sur notre sujet d'aujourd'hui, hein, mais donc l'idée, ça va être des pauses actives, des déplacements actifs là aussi, des bureaux modulables, et puis des réflexes pour ne pas rester assis toute la journée. Voilà. Je termine peut-être sur le design actif. Sur la prescription d'activité physique adaptée, bah, vous êtes des professionnels qui connaissez bien ces questions-là. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de pouvoir les aborder, mais bien évidemment, quand j'ai parlé tout à l'heure des personnes en situation de handicap et des personnes les plus éloignées de la pratique sportive, il y a nécessité aujourd'hui de passer un cap, et notamment pour l'assurance maladie. Le design actif, je termine par là, c'est tout ce qui va permettre d'aménager des espaces publics et aussi des habitants pour promouvoir l'activité physique et sportive de façon libre et spontanée à tous les âges de la vie. Donc ça peut se faire à proximité de chez soi. Ça permet aussi à un certain nombre de publics de se réapproprier l'espace public. Je parlais tout à l'heure des femmes qui souvent invoquent le manque de sécurité pour leur pratique d'activité physique dans l'espace public. Les cyclistes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. J'ai évoqué les villes à hauteur d'enfants. Mais voilà, aujourd'hui, beaucoup de grandes villes se sont lancées dans ces réflexions-là, et c'est très intéressant. Et donc, après, c'est des équipements qui sont des équipements assez peu onéreux par rapport aux équipements sportifs classiques, les piscines, les gymnases, les complexes sportifs. Puisqu'on est sur du marquage au sol, on peut être sur de l'incitation, hein, ce qu'on appelle les coups de pouce informationnels ou les nudges, de la signalétique, mais aussi des choses plus classiques comme des parcours de santé, des sentiers aménagés, des trames actives, ludiques et sportives. Et ça, c'est plutôt des coûts de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros pour les collectivités, et pas de plusieurs millions d'euros. Donc, bien évidemment, j'ai parlé tout à l'heure de l'aménagement des abords des écoles, où là, le design actif peut totalement se déployer, notamment avec des aspects ludiques pour les enfants ou les adolescents, dans les cours de récréation en particulier. Mais là aussi, l'État aurait tout intérêt à avoir un fonds d'accompagnement sur le plan financier pour aider toutes les collectivités, parce que là, vous pouvez le faire à la fois en urbain, mais aussi en milieu rural, le milieu rural étant moins équipé que les territoires urbains, notamment les communes où il y a quelques centaines d'habitants n'ont pas d'équipement sportif. Eh bien, avec le design actif, on pourrait bien évidemment avoir cette possibilité. Voilà, je termine simplement sur cette question-là en vous montrant 2-3 illustrations. Alors, ça concerne le design actif au bureau. Donc, un peu moins les enfants et les adolescents dans ce qu'on doit évoquer ce matin, mais plutôt les salariés, les collaborateurs au travail.
Et vous voyez, ça, c'est ce qu'on a fait dans des bureaux à Courbevoie, à Paris, avec Mazam, une société avec laquelle je travaille aujourd'hui, notamment pour des administrations, des collectivités, mais aussi des entreprises. Et où vous voyez tout ce qu'on peut faire en termes d'aménagement, de mobilier actif, d'espace de travail et pour inciter au mouvement dans un espace de travail. Mais ça, on peut très très bien aussi le reproduire dans les lieux où il y a des agents dans les collectivités. Voilà, je n'ai pas trop débordé, ça va? Allez, on est à peu près bien. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Juanico, pour cette présentation. Et effectivement, oui, le design actif, les nudges, les aménagements des espaces, effectivement, qui sont des sujets assez importants et dont on reparlera notamment le 31 mai pour ceux qui seront là et pour ceux qui ne le seront pas. Donc, du coup, vous pourrez retrouver le podcast justement qui en parlera à ce moment-là. Mais effectivement, de vastes sujets. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation.